Merci, Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, Messieurs, Mesdames les académiciens, chers collègues, chers amis. D'abord, je suis très honoré que le comité d'organisation a programmé mon intervention dans ce colloque en hommage au professeur Berbiche. J'ai proposé ce titre sur le diagnostic et la recherche sur les maladies héréditaires d'après l'expérience de notre équipe, parce que c'est exactement ce qu'aurait aimé écouter le professeur Berbiche. Et je sais quelque chose parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années, il m'avait invité à venir dans son bureau pour discuter de la génétique et il voulait savoir ce qu'on faisait dans notre centre à l'Institut national d'hygiène. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en première diapo, alors que j'ai changé la chronologie et j'ai avancé cette diapo parce que en discutant de clonage, de problèmes de génétique, et puis lorsqu'on a commencé à parler de ce qu'on faisait au Maroc, on s'est beaucoup attardé sur un diagnostic génétique qu'il a apprécié sur la fièvre méditerranéenne familiale ou maladie périodique. Je lui avais expliqué à l'époque qu'on avait réussi à mettre en place ce diagnostic et là, cette maladie a maintenant un diagnostic précis au Maroc parce qu'avant, c'était un diagnostic d'élimination. Je lui ai expliqué également qu'on a une idée sur l'épidémiologie moléculaire de cette maladie, c'est-à-dire les mutations responsables de cette maladie au Maroc. Je lui ai expliqué également, mais ça il le savait parce qu'il avait des malades, on trouve cette maladie chez des personnes d'origine fessie, et que la mutation la plus fréquente chez les fessis, c'est la M694V, et lorsqu'on regarde un petit peu la migration des populations, très probablement que cette mutation était venue du nord de l'Espagne andalouse. Je lui ai également expliqué que nous avons des mutations qui, probablement originaires du Maghreb, comme le M694I, et qu'on n'a pas les mutations qu'on trouve chez les Turcs parce que le Maroc n'a pas été sous domination ottomane. Et on a eu une discussion très fructueuse sur la génétique, où était intriquée l'histoire, la géographie, la migration des populations et le développement génétique. Rahimahullah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la suite de cette discussion qu'on a eue il y a quelques années. Les gens qui s'occupent, les futuristes, les gens qui prédisent ce qui va se passer dans les années à venir, sont convaincus qu'à partir de l'année 2020, la prise en charge des malades va beaucoup demander à la génomique, à la génétique. Les étudiants qui rentrent aujourd'hui dans les facultés de médecine et qui vont sortir dans 7 ans vont utiliser des marqueurs, des tests qu'on n'a pas aujourd'hui, qui vont passer en routine. C'est la raison pour laquelle les facultés de médecine et de médecine dentaire moderne, la génétique et la biologie moléculaire, c'est la discipline la plus importante, en particulier dans le premier cycle. Ça, c'est pour l'avenir, mais on va faire un peu d'histoire, on va revenir un peu en arrière. Et début des années 90, je viens d'être fraîchement rentré d'une formation à l'hôpital Necker Enfants Malades en France, dans le cadre d'un programme de formation établi par Sechkili, qui était dans les années 80 doyen de la faculté de médecine. Sehessar vient d'être nommé à l'Institut national d'hygiène. Et j'ai eu cette opportunité, il m'a chargé de transformer une cave de l'Institut national d'hygiène en ce qui va devenir le premier centre de génétique médicale intégré avec de la clinique, du chromosome et du moléculaire. C'était un moment où on se demandait est-ce que la génétique était faite pour les pays en voie de développement? Est-ce qu'on a les moyens de développer des choses utiles pour le patient marocain? C'est la raison pour laquelle on a imaginé à l'époque, même les briques, on a essayé de faire des semblants de paillasse, et c'était une affaire de 2 ou 3 ans, le temps d'avoir un très bon laboratoire de génétique. Je suis là-bas depuis 26 ans, 27 ans. Le problème, c'est que je m'y plais. Alors,
mettre un centre avec la clinique moléculaire et chromosomique, c'est d'abord pour des soins de santé. Nous sommes un laboratoire de santé publique. Et on voulait voir est-ce que cette discipline peut être intégrée dans les soins de santé de base, c'est-à-dire informer, conseiller, si possible diagnostiquer. Mais si on pouvait faire de la recherche, c'est encore mieux, avec des moyens très limités. En fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que rapidement on a compris que la meilleure façon de faire de la recherche, c'est de s'occuper correctement de nos patients, d'être attentif à nos patients. Et je vais vous montrer comment des patients qui sont venus pour des diagnostics sont devenus des publications dans des revues prestigieuses comme Nature Genetics ou l'American Journal of Human Genetics. Alors, pourquoi la clinique? D'abord parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens, voilà avec quoi on travaille. Je reste convaincu qu'avec un papier, un crayon, on peut économiser à notre système de santé des millions de dirhams. Je vais donner quelques exemples. Je reste convaincu que la génétique, ce n'est pas uniquement la technologie, les séquenceurs, mais il y a un temps important, un temps de l'information, du conseil, de l'orientation. Et puis, nous avons développé, nous avons formé des gens qui sont devenus performants. Je crois que c'est un de notre point fort, c'est la dysmorphologie. Professeur Gisele a parlé tout à l'heure de la consanguinité. Oui, nous avons été à l'écoute de milliers de familles. Et quand je dis c'est un temps capital d'écoute, c'est parce qu'on a vu des gens s'effondrer en pleurs dans nos bureaux. Parce que le risque est trop important pour eux d'avoir un handicap. Nous avons des gens pleurer, vu des femmes pleurer de joie parce qu'ils n'étaient pas porteuses du risque génétique d'un handicap qu'ils souffrent dans leur famille depuis des années, et la génétique a montré qu'ils n'étaient pas porteurs. Et puis, ce qu'on dit peut détruire des familles, surtout dans des maladies très handicapantes, et surtout lorsqu'on explique très mal le risque génétique. Alors la consanguinité, nous l'avons estimée à 15,25 par un travail fait il y a quelques années, et le ACP, la population, le Haut Commissariat en planification, l'avait estimé à 15,5, pas très loin. En fait, la consanguinité, je ne sais pas si grâce ou à cause de la consanguinité, nous avons des situations au Maroc, des familles qui peuvent être très intéressantes pour la recherche si on fait attention, en plus de problèmes de santé publique terribles. C'est parce que cette consanguinité va favoriser l'apparition de certaines maladies avec des formes de transmission inhabituelles. Ils sont si rares qu'on ne les voit pas ailleurs, peut-être ou très peu, en tout cas pour certaines, et que la consanguinité va les faire apparaître dans ces pays où la consanguinité est fréquente. Madame El-Khabbaj est là, il se rappelle bien cet article qu'on a publié sur une forme inhabituelle de dysplasie ectodermique anhydrotique qui, à l'époque, était très peu connue, les formes autosomiques récessives. Et c'est cette famille qui nous a permis de montrer que EDAR était le gène responsable de cette maladie. Dernièrement, avec Célène aussi, nous avons une autre forme de maladie dentaire. La dentine-dysplasia est reconnue partout comme une maladie autosomique dominante qui se transmet d'une génération à une autre. La famille marocaine est la première qui permet de montrer qu'il y a une autre forme autosomique récessive favorisée par la consanguinité. La dysmorphologie, c'est essayer de mettre des diagnostics sur des malformations de dysmorphie. Ça demande beaucoup d'expertise, mais on arrive à poser des diagnostics et parfois on les confirme au laboratoire par des analyses de l'ADN. Nous avons vu beaucoup d'enfants malformés, dysmorphiques, et plus on fait des diagnostics, plus on enrichit notre base de données MODIDA, Moroccan Dysmorphology Database. Certains syndromes sont tellement rares qu'il y a une personne parfois au monde qui corrige tous les cas. Lorsque le docteur Alaoui a annoncé qu'il avait un syndrome de Steliès dans notre consultation, le professeur Desnik, qui a un laboratoire avec 300 techniciens, 3 ou 4 plateaux, un budget qui dépasse de loin les budgets de notre université, voire même le ministère,
a décidé tout simplement de faire un voyage à Marrakech. Et il a voulu profiter de son voyage à Marrakech pour passer nous voir. Et passer nous voir pour voir le malade. En fait, ce qu'il voulait, c'est s'assurer est-ce qu'on fait de bons diagnostics. Il est parti convaincu. Bien sûr, il a tout payé. Mais nous avons profité pour qu'il nous fasse une conférence. Après la clinique, les tests génétiques. Mais aujourd'hui, le test génétique, ça peut aller d'un simple cariotype à un exome. Mais le problème, c'est est-ce qu'on pose des vraies indications? D'où la nécessité d'une expertise clinique pré-testing, avant le test génétique, et surtout pouvoir interpréter ces résultats. Alors, rapidement, nous avons mis en place un laboratoire pour faire des cariotypes. Parce qu'à l'écoute du peuple, et ici le peuple, c'est les patients, les familles, les cliniciens, au départ, la génétique pour eux, c'était « faites-nous des cariotypes ». Nous avons développé des techniques comme la fiche, et de nombreuses personnes ont été diagnostiquées grâce à ce laboratoire. Parfois, c'est à la fois le cariotype et la fiche pour confirmer des diagnostics, mais comme j'ai dit, en s'occupant de patients, tout simplement, on arrive à avoir des idées de recherche qui aboutissent à des publications dans des très grandes revues comme Nature Genetics. Cette famille de Nador, sur 7 générations, avait une transmission d'une translocation qui, encore une fois, avec la consanguinité, donnait une homozygosie, c'est-à-dire les 2 copies sont héritées des parents. Ça donne une pathologie sévère et jusqu'à présent, il n'y a pas une autre personne au monde qui a la même pathologie. C'est exceptionnel. Mais si on a trouvé le gène, et puis c'est un article qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est l'un des articles les plus cités. Et pour juste vous donner un exemple, dernièrement, dans cette famille, il y avait des lymphomes non hodgkiniens. Et il y a 2 ou 3 semaines, on reçoit encore une demande de la part d'une université danoise parce qu'ils avaient une translocation qui s'approche de la nôtre et dans leur famille, il y avait des lymphomes hodgkiniens. Donc, voilà une autre voie de recherche. Nous sommes convaincus que l'IOMS joue un rôle dans le développement des lymphomes non hodgkiniens. C'est ce qu'on s'est mis d'accord pour investiguer dans les années à venir. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer pourquoi cette fille est porteuse d'un grand espoir pour les traitements des thalassémies. C'est une fille qui a une anomalie chromosomique, qui a une persistance de l'hémoglobine fœtale. Lorsqu'on a publié cet article, dans la semaine qui a suivi, nous avons eu 2 emails, un d'une grande équipe hollandaise et l'autre d'une équipe de Harvard qui voulait s'intéresser à cette fillette parce qu'en inhibant un gène, nous avons la preuve que si on contrôle ce gène, on pourrait augmenter la synthèse de l'hémoglobine. Or, c'est ça ce qu'on attend dans le traitement d'une enfant thalassémique. Nous avons mis en place le diagnostic par l'analyse de l'ADN. Grâce à un projet financé par l'Association française contre les myopathies, c'est en 1993 que nous avons testé pour la première fois un diagnostic a été réalisé par analyse de l'ADN dans notre pays. Nous avons immortalisé le moment par un communiqué de la MAP. Et puis nous avons développé des tests très simples, très simples, l'amyotrophie spinale. Nous avons montré que c'est la maladie génétique la plus fréquente dans notre pays. Un test très simple permet de diagnostic. Nous avons montré que 30% des enfants hypotoniques étaient des amyotrophies spinales. Et que maintenant, avec les neuropédiatres, les neurologues, on ne fait même pas un électromyogramme. Directement, l'analyse génétique, ça économise de l'argent, ça économise du temps. Et on avait montré qu'un Marocain sur 25 était porteur de ce gène. Ça veut dire que dans cette salle, il y a 5 ou 6 personnes qui sont porteurs. Nous séquençons également l'ADN et la première séquence, nous l'avons fait en 2003 et c'était pour une maladie, c'était pour un cancer du sein. Et en fait, nous enrichissons progressivement nos analyses et nous l'offrons comme prestation parce que notre souci premier, c'est être au service du patient. En faisant ces analyses, nous développons des stratégies de santé publique qui permettent, et j'espère qu'ils sont convaincus, qu'avec de la génétique, on peut économiser de l'argent. Dans les dystrophies musculaires sévères de l'enfant,
Les neurologues, les neuropédiatres qui travaillent avec nous savent qu'avec 2 tests qu'on offre, nous pouvons régler le problème de 50% des dystrophies musculaires sévères de l'enfant. C'est énorme parce qu'on ne fait pas de biopsie, comme Claude a dit, on ne fait pas de biopsie, on ne fait pas d'électromyogramme. Quand on voit par exemple ce qu'on offre dans les leucémies myéloïdes chroniques, dans les syndromes myéloprolifératifs, la fiche, la moléculaire biologie, les gènes, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le patient avec un syndrome myéloprolifératif, avec les tests qu'on offre, il a les mêmes prestations que s'il était à Boston, Londres ou Paris. Maintenant, quels axes de recherche? On veut faire un peu de la recherche, il faudrait qu'on trouve des niches, parce que nous sommes dans un milieu où il y a des millions de dollars en jeu. Et nous, il fallait trouver quelque chose. Il fallait trouver les choses où on n'a pas une grande concurrence. La première, ça coule de source. C'est la population marocaine. C'est l'épidémiologie moléculaire dans la population marocaine. Une population très riche, beaucoup de migrations et les mutations et les gènes sont inscrits dans les mutations sont inscrites dans nos gènes et viennent d'où nous venons. Nous avons une base de données où on regroupe tout ce qui a été rapporté chez les Marocains, des mutations. Et à partir de là, on essaie de comprendre, on essaie de voir est-ce que ça peut être utile. Je donne des exemples. Dans l'hyperoxalurie primitive, nous avons montré que c'est une maladie génétique fréquente dans notre pays. Et on propose également des diagnostics, des stratégies. Bon, je vais assez rapidement dans la xéroderma pigmentosum. Ce que coûtera cette famille si on la prend correctement en charge, c'est exactement ce qu'il faut pour faire de la prévention dans toutes les familles connues aujourd'hui de xéroderma pigmentosum. Et puis, dans le cancer du sein, le dernier succès de notre stratégie, c'est que dans le cancer du sein, nous venons, c'est un résultat qu'on annonce simultanément dans cette salle et aux assises de génétique Lyon, puisque Fatem Zahra le présente, l'Arabie le présente également. Nous avons trouvé, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais nous avons une mutation qu'on appelle aujourd'hui la mutation Berken, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes au Maroc aujourd'hui qui ont le même anomalie génétique responsable d'un cancer du sein. C'est certes pas fréquent, mais également pas fréquent, mais dans les familles, ce sont des familles à haut risque. Un exemple, par exemple, dans cette famille, on peut, pour les rouges, ce sont ceux qui portent l'anomalie. Lorsqu'ils sont malades, ils sont malades, mais nous avons des personnes saines qui portent l'anomalie, c'est-à-dire qu'ils ont un risque très important de développer le cancer. Puis en vert, c'est la personne qu'on a rassurée. Alors, en suivant un petit peu ce qui est rapporté dans le cancer du sein, on sait quelles sont les mutations récurrentes dans la population marocaine, et aujourd'hui, on a mis au point, la semaine dernière, un test qui permet rapidement de chercher ces 3 mutations dans notre population. Alors, je peux vous donner quelques lignes, d'autres exemples, et je vais passer directement à notre deuxième axe de recherche, c'est les maladies rares. C'est-à-dire avoir les choses que les autres n'ont pas. Le Sakati Nihan a été décrit il y a 40 ans, puis après, on n'a plus vu de cas jusqu'à ce que les cliniciens dans notre centre publient le deuxième cas. Bon, on a séquencé, on a un gène candidat. Mais j'aimerais, excusez-moi pour les gens sensibles, mais les malformations, les maladies génétiques, c'est ça. Et pour la plupart, nous avons qui sont rapportés dans la presse, nous avons pris des choses de la presse, des journaux. Et cela sont des maladies rares, des maladies génétiques, et pour la plupart, nous avons déjà des informations génétiques. Alors je vais terminer rapidement en vous expliquant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a compris que la technologie va diminuer, le prix. Mais en fait, le séquençage, ce n'est pas la technologie. Le séquençage, le professeur Chen Weiss, excusez-moi si je l'ai écorché, avait dit que le plus important, c'est l'interprétation des résultats. C'est pour ça qu'on a orienté maintenant la formation dans notre équipe vers l'expertise clinique et surtout l'interprétation des résultats, et on est en train de tester cette stratégie. Je vais vous donner 3 exemples ou 4 rapidement. Voilà une grande famille d'épilepsie, plusieurs personnes atteintes d'épilepsie, des décès, des familles à risque. Nous avons séquencé la totalité du génome. En fait, on a regardé que les chromosomes X parce que l'arbre généalogique, c'est en faveur d'une transmission par les femmes récessive liée à l'X. Nous avons identifié une mutation dans le gène PLP1 et on a le diagnostic exact. Quoi qu'il coûte cette analyse, il y a 7 ou 8 personnes malades qui n'ont même pas une IRM.
Et vous voyez le succès de cette stratégie. Le professeur Shkirat de pédiatrie nous a adressé une famille de sclérodermie familiale. Séquençage du génome, on tombe sur un diagnostic confirmé, mycolipidose 3 gamma, qui donne un tableau qui ressemble à la sclérodermie familiale. Jamais on n'aurait pu poser ce diagnostic. Il y a des tests qu'il faudrait faire très compliqués. Jamais on l'aurait fait sans génétique. Une famille qui vit d'une dystonie pendant des années, pas de diagnostic précis. Le séquençage nous a permis de montrer que c'est une dystonie liée au gène ATM qui a été décrite au Canada. Là, c'est notre clinique plus la génomique et un diagnostic précis sur ce syndrome de Melick-Needles. Bon, et on sort. Et je termine par ça. La génétique, c'est l'expertise, la technologie, mais il y a de grands défis qui nous attendent. La première, c'est la diffusion du savoir. Comment faire pour que tous les myopathes marocains bénéficient d'une technologie? Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on continue à faire une myopathie du chêne biopsie, comme l'a dit Claude. Comment convaincre nos responsables qu'on fait économiser l'argent de l'État et on ne fait pas perdre les moyens? Le cadre réglementaire, la législation, les accréditations, les assurances maladie, mais surtout le problème de la sous-traitance. Et puis les défis technologiques, nous sommes en train de le résoudre. Et puis surtout, la réaction du public, l'encadrement éthique, le cadre légal dans lequel doivent se faire cette analyse, et surtout tous les problèmes sociétals que peuvent soulever ces analyses dans notre pays. Je vous remercie. J'aimerais juste ajouter un mot, c'est que nous avons investi dans cette expérience sur les ressources humaines, investir sur l'homme, la femme dans notre cas. Et en fait, la meilleure chose que peut recevoir un patron, c'est ce selfie lorsqu'il est en train de dîner et que les gens, le soir, sont en train de travailler. Merci beaucoup.